Salut Maxime, bienvenue sur la chaîne des conseils du tisanier. Salut Anto, merci beaucoup, ravi d'être là. Tu participes à la première vidéo sur le concept du tokaate. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire tokaate? Non, pas du tout. J'ai hâte que tu m'expliques. Tokaate en italien ça veut dire à ton tour et en fait ça colle un petit peu au concept de la tisanerie. Donc voilà, c'est un jeu de mots avec le thé et à ton tour. Est-ce que tu as une question à me poser? Avant de te livrer totalement sur ce qui nous amène ici. Bah oui, tout à fait, Anthony. Euh, la question déjà que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi cette volonté de créer du contenu vidéoludique, euh, déjà, dans un premier temps, et pourquoi vouloir couvrir les sujets qui ont attrait au domaine de la santé? Alors, moi, je suis professionnel de santé, comme je l'explique en fait dans la vidéo d'introduction. Et tous les jours, on a des questions. On a des- En fait, on voit tous les jours des patients qui ont des problèmes auxquels on n'est pas potentiellement capable de répondre Hmm. parce qu'on n'a pas cette affection. Tu vois. Mhm. D'ailleurs, je parle d'affection. Comment tu qualifies toi ta maladie? En fait, ton problème de santé, est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une condamnation? Est-ce que c'est un partenaire de voyage? La seule condamnation que je donne, c'est à mes adversaires au tennis. Non, je rigole. Ouais. Euh, Non, je ne suis pas un arrogant. Non. Je dirais que le mot maladie, c'est un mot que j'essaye d'éviter. Pour moi, je suis malade quand je vais avoir une gastro ou une grippe. Ouais. Ça pour moi, c'est être malade. Mon diabète, en fait, fait partie de moi. Donc, je dirais plutôt que le mot qualificatif que j'emploie le plus quand j'essaie d'en parler à mon entourage ou à des personnes qui voudraient me poser des questions sur le sujet, ce serait plutôt pathologie. Pathologie où parfois je ne le nomme même pas. Je dis juste mon diabète parce que je dis mon parce qu'il finalement il est à moi et je pense qu'il fait aussi partie de moi et que je le veuille ou que je ne le veuille pas. Quand j'étais plus jeune, je ne le voulais pas trop. Aujourd'hui, je l'accepte et je- je dis juste mon diabète en fait tout simplement. Ok. Est-ce que quelque chose a changé entre l'annonce diagnostique et aujourd'hui, toi, combien d'années après? Il faut que je fasse le calcul dans ma tête. Il est tard. Mon diabète a été découvert quand j'avais l'âge de 11 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 29, donc 18 ans. Une majorité. Ok. Et toi, en tant que papa, comment tu l'expliquerais à un enfant? Ah, je dirais tout simplement, comme on m'a dit un petit peu au départ, quand j'étais en découverte, parce qu'en général, quand on est dans la phase de découverte, c'est une période où il y a une tendance, surtout en prise en charge hospitalière, à ce que ce soit le tout à la restriction. Donc, moi, je présenterais ça de manière un peu enfantine, vulgarisée peut-être à mon enfant, en lui expliquant, ah bah là, tu as un beau sachet de Haribo, papa, il pourra pas manger de Haribo. Sinon, papa, s'il mange de Haribo, il va se sentir pas bien. D'accord. Et après, au fur et à mesure, quand mon enfant grandira, peut-être que je pourrais rentrer dans plus de détails, lui expliquer, lui confier les choses qu'on va aborder aujourd'hui. Est-ce que tu penses que la restriction, c'est la vraie réponse à la lutte contre Hmm. le diabète? Non, justement, c'est pour ça que je pointais du doigt la restriction à tout va dans ma prise hospitalière initiale. Moi, Ouais. je la vois pas comme une restriction. Je vois juste ça comme un changement d'habitude. Et finalement, l'appétence qu'on peut avoir pour le sucre, et peut-être la sérotonine qu'on en tire quand Hmm. on mange peut-être, je sais pas, un bout de chocolat ou quelque chose, on peut Ouais. les avoir par d'autres choses, en faisant des activités, en mangeant d'autres aliments. Peut-être on peut tirer aussi beaucoup de satisfaction à avoir une alimentation responsable, à s'intéresser à ce qu'on mange, et aussi se dire, là j'ai fait attention à ce que j'ai mangé et je me sens bien. Aujourd'hui, combien de personnes peuvent affirmer, là j'ai mangé quelque chose, et juste après dire, ah je me sens bien, ce que j'ai mangé me fait que je me sens bien. J'en connais pas beaucoup. Parce que Ok. je trouve que l'alimentation aussi aujourd'hui, et c'est pour ça que le diabète est de plus en plus présent dans la société, on a une alimentation qui est très, je vais utiliser le mot, je l'assume, délétère. Je pense qu'en fait, tout ça, et c'est un sujet qui revient souvent, c'est tout le temps ce même coupable qu'on vise, mais que les gens ne veulent pas nommer, c'est la société de consommation. En Ok. fait,
comme c'est la société de consommation qui finalement va aussi conditionner l'industriel à produire plus et moins qualitatif. Et les gens, en fait, veulent plus et toujours plus, et pas seulement dans le domaine de l'alimentation, dans tout. Et je pense que ça fait que forcément, on ne peut pas offrir plus et qualitatif. C'est très compliqué d'offrir plus et qualitatif. Et je C'est- pense qu'il y a aussi des écueils, il y a des raccourcis qui sont faits, il y a aussi, bon, on va pas rentrer dans des, voilà, dans les conditions qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui. C'est vrai qu'on est dans une situation un petit peu de récession, etc. Il n'y a pas toujours forcément la possibilité de faire du qualitatif et bien pour tout le monde. c'est vrai. Tu penses qu'il y a des enfants qui potentiellement sont plus démunis que d'autres face à cette junk food? On appelle ça la junk Ouais, food bien sûr, bien finalement. sûr, bien sûr. Bah, je pense que l'alimentation, c'est peut-être la chose qui est la plus clivante, oui, clairement. C'est sûr que quand on va dire que tu peux consacrer une enveloppe, je sais pas, c'est peut-être choqué ce que je veux dire. Moi, en tout cas, mon budget alimentation par mois, ça n'engage que moi, je mets facilement 300 euros de budget dans mes propres courses. Et je suis seul. Mais parce que j'ai une alimentation responsable, je ne mange que des produits qui viennent de filières courtes, quand je peux trouver des produits qui viennent de filières courtes. Et je pense qu'après, voilà, comme je disais, société de consommation, il y a des gens qui vont préférer s'acheter la Nike Jordan que personne n'a à 1200 euros, mais à côté manger des choses peu qualitatives. Moi, je décide de mettre mon alimentation au centre de ma vie. C'est une question de priorité. Voilà, je pense. Et c'est une question de responsabilité. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui décident de changer leur alimentation quand c'est trop tard. Par exemple, le critère aujourd'hui qui fait que quelqu'un va subitement changer son alimentation, c'est en général une prise de poids. Ok. Et donc, en fait, on agit par réaction et pas par Par anticipation. anticipation. Ouais, c'est vrai qu'on a un problème par rapport à la prévention. En fait, cette surconsommation et cette volonté de consommer vite et plus nuit sur la qualité et nuit aussi sur le temps que les gens peuvent passer à s'intéresser à ce qu'ils consomment. Et ça, c'est un problème. Ok. Et toi, tu as vraiment quand tu fais tes courses, est-ce que tu as une liste établie? Est-ce que tu as des aliments qui sont bannis? Est-ce que tu as des aliments qui sont nécessaires? Est-ce que tu fais tes courses en fonction vraiment de ta maladie ou est-ce que tu fais des courses Non, plaisir? non, je fais des courses en fonction de comment n'importe quelle personne qui veut être en bonne santé devrait faire ses courses. Ok. C'est-à-dire Et les ça a un principes. impact sur Les ta... principes, bien sûr, bah, comme ça pourrait avoir un impact sur une personne normale qui décide de manger pendant, je sais pas, 2 ans du McDo. On en reparle si dans 2 ans elle est toujours normale. Ouais, c'était Super C'est- Size Me. Ouais, et on voit que ça mène à Oui, pas grand-chose d'intéressant. C'est vrai. ça forcément, ça nuit sur la qualité de vie. Mais c'est bizarre parce qu'aujourd'hui dans la société, on vit dans une société je veux dire, à deux vitesses. Parce que d'un côté, il y a ce grand courant qui s'est développé, et j'en suis le premier heureux, avec bouger plus, faire du sport à outrance, ce culte du corps qui est amené aussi par la société de consommation, qui biaise du coup l'image que les gens se font du corps idéal ou de comment un homme doit être, ou une femme doit être, ou le corps d'une femme doit être, ou le corps d'un homme doit être. Et à côté de ça, on a donc cette offre donc, qui correspond aussi à des gens qui veulent se responsabiliser, manger plus propre, faire attention à ce qu'ils ont dans leur assiette. Et d'un autre côté, on a le développement d'une alimentation parallèle qui est de plus en plus, franchement, Cheap. lamentable, qui utilise Ou abordable à tous. C'est pas forcément lamentable parce que finalement, si on arrive sur des raccourcis, sur des succès d'année, comme on dit, Mhm, tu vois, mhm. des remplacements de produits naturels, c'est parce qu'on n'a peut-être pas les moyens de manger de manière saine aujourd'hui. Si toi, tu décides aujourd'hui de manger de manière saine, Mhm. on parle pas de revenus, hein, mais Non, c'est bien sûr. si tu décides toi de manger de manière saine, on est d'accord que ça a un impact financier sur ton quotidien. C'est sûr, mais c'est comme ce que je disais, après, on a la chance de vivre dans une société, on est tous libres de faire ce qu'on veut. Moi, c'est le choix que je décide de faire. Et je préfère en fait bah, mettre au centre de la table ma santé, mon hygiène de vie. Et d'autant plus par rapport à une personne qui est normale, puisque j'ai aussi mon diabète qui fait partie de moi. Et qui est quelque chose que je dois considérer et chérir quelque part. Si tu veux, pour te donner une image, quand je mange un aliment, je le donne aussi à mon diabète à manger quelque part. Et Ouais. finalement, la qualité de l'aliment que je vais donner à mon corps
a une valeur encore plus importante que chez une personne qui est normale. Et encore, je dis ça parce que ça, c'est l'image que je me fais et ma propre exigence vis-à-vis de moi-même et ce que je décide de mettre dans mon assiette. Mais je pense que même quelqu'un qui n'a pas de diabète, s'il décide de manger un énorme burger à 1200 calories, ou il décide de manger plutôt pour caler une fringale, une barquette de fraises qui contiennent grosso modo de l'eau, légèrement un petit peu de fructose qui est en plus bon pour la santé en petite quantité, et qui va correspondre en termes de ce que tu vas mettre dans ton estomac, quasiment pour occuper la même place, mais finalement au niveau calorique et qualitatif, ça n'a rien à voir. Forcément, ça va pas avoir le même impact sur le corps de quelqu'un. Et je pense que c'est une question en fait, de priorité. Et les gens, en fait, la société va vite aujourd'hui, et il y a des gens qui préfèrent, je ne sais pas, qui vont préférer, et c'est bien mal leur face, ils font ce qu'ils veulent. Ça ne les engage que. Et je pense que c'est une question de choix. Moi, je pense que, comme on va le voir aussi après, mon diabète je dis toujours un grand pouvoir, grande responsabilité, mais le diabète, c'est important quand même de ne pas sous-évaluer toutes les normes d'hygiène qui vont autour. Je parlais de l'alimentation, il y a d'autres choses aussi, mais qu'on pourra aborder par la suite, que je vais pouvoir te présenter. Et comment tu as reçu cette annonce diagnostique au départ? Est-ce que tu te disais, bon, c'est du diabète, j'évite les bonbons, ou est-ce que, ah, c'est du diabète, voilà, Est-ce que tu avais conscience en fait de ce qu'était le diabète? Parce que le diabète, dans la société actuelle, il est minimisé. En plus, nous, on est dans le nord-est de la France où on a un magasin d'usine Haribo, Ouais, pas loin. hein, à 20 km de chez nous. Donc tu vois que on est dans une société vraiment du sucre. Moi, mon premier café, je l'ai bu, c'était un canard. Tu vois, c'était un sucre trempé dans du Ouais, café et j'avais 3 ans. Donc on est quand même dans la société du sucre aujourd'hui et du sucre blanc qui est mauvais. Ça, tu pourras le saccharose. dire plus que moi, la saccharose. Enfin, voilà. Toi, l'annonce diagnostique, est-ce que ça a changé? Tu l'as appris très jeune, ton enfance. Est-ce que tu t'es senti démuni par rapport à tes copains? En plus, en tant que sportif, tu as besoin d'énergie. Mhm. En tant que diabétique, tu n'es pas capable de... Enfin, tu as des difficultés à réabsorber le sucre et l'énergie qui en découle. Donc à nourrir tes muscles et à produire en plus derrière tout l'effort qui est nécessaire au sport. Oui, tout à fait. Donc on arrive dans un cercle qui est très très vicieux. Et toi, comment à 11 ans, moi je faisais du basket, je me serais pas vu pénalisé comme tu l'as été. Ça a été comment ta réaction à ce moment-là? En fait, peut-être que je sais pas si c'est opportun, dis-moi ce que t'en penses, mais peut-être qu'il faudrait que je te raconte un peu l'environnement et le cadre de cette découverte. Comment c'est intervenu. Euh, Moi, à l'époque, j'ai 11 ans. 11 ans, j'étais encore dans ma collection de Pokémon, en train de sucer des glaces. C'est arrivé à une année très charnière pour n'importe quelle personne. 11 ans, c'est le passage de l'école, à primaire, au collège. Donc on arrive aussi à une époque, voilà, oh bah moi j'ai une permission, je peux sortir entre midi et deux, je vais manger un kebab. Ce genre de choses. Donc moi à l'époque j'ai fait une classe de neige en Autriche, dans le Tyrol. Et en fait, pendant cette classe de neige, j'allais souvent aux toilettes. Ça arrivait d'un coup, hein, comme ça. J'allais souvent aux toilettes et c'est quelque chose que Donc j'avais. polyurie, tu allais Ouais, vraiment fréquemment. exactement aux toilettes, ouais. Ça, c'est un Ouais. des symptômes, qui est, je dirais, un des symptômes les plus marquants d'une hyperglycémie. Ça, c'est vraiment un des symptômes qui est très très présent chez la plupart des personnes. Cette envie d'aller aux toilettes de manière très marquée, récurrente, presque dans Et même les la nuit. mêmes. Oui, tout à fait. Dans les mêmes proportions que quelqu'un qui pourrait avoir un problème à la prostate, par exemple, chez les hommes. Ok. Il y a ce même genre de symptômes qui peuvent arriver avec des envies d'uriner qui peuvent même en venir à te réveiller, tellement elles sont impérieuses. Avec la vessie qui est vraiment très grande. Parce que forcément, manque d'insuline, donc les reins travaillent. Et en fait, un des réflexes qu'a le corps humain pour se débarrasser du sucre en excès, c'est de forcément l'éliminer par les urines. Et donc, du coup, le corps, quand Alors c'est. quand tu dis justement un manque d'insuline, donc les reins accélèrent le Mhm. processus et travaillent plus, il faut expliquer quand même que normalement ton sucre est assimilé par l'organisme Oui, bien sûr. et rentre dans les cellules Bien sûr. musculaires, enfin voilà. Oui, c'est souvent amené aux muscles, mais comme tu le dis très justement, et je pense que j'oublie d'aborder ce point, en fait, au niveau du diabète, le point central du diabète, c'est une hormone qui s'appelle l'insuline.
Et en fait, c'est cette insuline qui en fait correspond, pour donner une image, à une sorte de petite clé qui permet d'ouvrir la serrure, la serrure, pour apporter tout ce qu'on consomme au niveau des nutriments qui sont plutôt à proportion, donc le sucre, les glucides, au niveau des muscles. Et les glucides, c'est aussi le carburant des muscles. Donc les muscles ont besoin de glucides pour pouvoir fonctionner. Donc quand on a du diabète, on a en fait un organe qui s'appelle le pancréas, au sein duquel il y a des petites cellules qui, elles, sont chargées d'envoyer ces clés, donc de les sécréter, pour pouvoir permettre d'assimiler le sucre qui est absorbé via l'alimentation et ensuite qui doit être consommé et brûlé par les muscles. En fait, finalement, les muscles font un petit peu à l'échelle de notre corps ce que nous on fait. Ils mangent, ils ont besoin de manger pour fonctionner. Donc voilà. Pour revenir à ce que tu expliquais par rapport à ces envies impérieuses d'uriner et à ma découverte de diabète, donc il y avait ce symptôme-là qui était très présent. Autre symptôme qui était assez particulier et assez loquace par rapport à la situation à l'époque, c'était qu'en fait, j'avais remarqué qu'on partait pour une journée entière faire du ski. Moi, j'avais un bon niveau de ski, donc j'étais dans un groupe assez élevé. Et bon, t'es pas sans savoir que le ski, c'est quand même un peu physique. Et souvent, on a tendance à avoir envie de quand même boire, surtout quand le soleil... ça, c'est les meilleures conditions pour le ski. Il y a un petit soleil au zénith, il fait un peu chaud, on est en tenue. Ouais, c'est un petit peu chaud, on préfère être en polaire. Donc moi, j'avais envie de boire. Beaucoup boire. Et en fait, je me rendais compte qu'après une heure après l'heure à laquelle on était parti le matin, j'en venais à avoir ma gourde qui était vide. Et j'en venais à faire quelque chose de particulier, c'est que j'étais dans un tel état de déshydratation que j'en venais à prendre de la neige et à la manger. Donc ça, c'était assez éloquent. Pour expliquer, pour une personne ou un public qui en a averti, le diabète aussi crée cette déshydratation. Forcément, les reins doivent fonctionner en excès, éliminent beaucoup d'eau, le corps élimine aussi beaucoup d'eau, et il y a cette sensation de soif aussi impérieuse qui se crée. Et pourquoi aussi? Pas seulement à cause de la déshydratation, elle est aussi impliquée par le fait que les reins ont besoin de plus fonctionner pour éliminer le sucre qui n'est pas consommé. Donc du coup, le corps et le cerveau envoient un signal automatique pour que le corps, en tout cas le reste du corps, donne cette envie impérieuse de boire, dans le souci de pouvoir éliminer le sucre plus facilement. Voilà, le sucre qui n'est pas consommé par les muscles. C'est ça. Donc, à l'époque, voilà, je présentais ces deux symptômes-là. Donc, polyurie et soif impérieuse. Il y a souvent une triade, donc jamais 2 sans 3. Le troisième symptôme qui était assez présent et marquant, c'était une envie impérieuse de vouloir me diriger vers des aliments très sucrés et de les consommer en grande quantité. Et malgré cela, d'être dans un état de fatigue absolue. Ce qui est normalement pas normal, parce que quand on consomme des aliments qui sont très riches en glucides, on apporte normalement beaucoup d'énergie au corps, et le corps devrait se trouver totalement dans une situation inverse. Il devrait se trouver dans une situation je déborde d'énergie, voire même, c'est même un peu trop. Une sensation un peu de chaleur, etc. Et tout. Moi, à l'époque, j'avais beau manger, et je me sentais fatigué. Et en fait, ce symptôme-là, en termes médicaux, s'appelle l'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est le fait de manger vouloir manger. Et finalement, ce qui se passe, parce que c'est là que ça peut devenir dangereux, j'en suis pas arrivé à ce stade-là, comme tu l'auras compris, la triade qui agit de manière conjointe, beaucoup boire, beaucoup uriner, beaucoup manger, mais en même temps sucré, mais en même temps ce sucre n'est pas assimilé, dangerosité pour les reins, et surtout que fait le corps, parce qu'en fait tout le sucre qu'on mange n'est pas utilisé par les muscles, le corps prend là où il peut prendre le sucre, donc il commence par le prendre au niveau des réserves. Donc tu as une perte de poids qui arrive très rapidement. Très, extrêmement rapidement. Alors justement, je vais y venir. En fait, une fois que je suis retourné de cette classe de neige, j'avais, on l'a su après, quand je me suis pesé, mais il y avait des signes au niveau du visage. J'étais parti avec des bonnes joujoux comme ça, bien prêt à être protégé du froid, et je suis revenu avec les... Surtout que ce que vous voyez pas à l'antenne, moi je fais 1m73, tu mesures combien? T'es quand même... 1m94. 94, ouais, c'est un gros bébé. Hein. Ouais. C'est un gros bébé. On essaye. Hein. Il faut réussir à supporter, mais avec les années, ça devient difficile. Hein. On commence à... Il faut te nourrir quand même. Hein. Ah oui, tout à fait. Mais c'est pour ça, d'où le budget conséquent pour les courses.
L'homme vrai. aime bien manger. Comme quoi, diabète ne veut pas dire ne pas manger. Ouais. Surtout, ça, c'est important. Alors, il y a plusieurs types de sucre dans l'organisme humain. On a des lactoses, on a du glucose, on a différents types de sucre. Est-ce que... Moi, c'est une question qui m'est venue au tout début de mes études, en fait, d'infirmier. Est-ce que tous les sucres sont des facteurs aggravants du diabète? Parce que ça, c'est quelque chose qu'un patient peut se demander. Est-ce que le lactose, par exemple, qui est un sucre qui est généré par Bien enfin, sûr. tu vois, dans le lait, est-ce que tout, en fait, les sucres sont néfastes pour le... Est-ce que tu as, toi, un succès d'année? Est-ce que tu as une possibilité de te resucrer, de créer de l'énergie par un autre aliment ou une autre forme de sucre? Hmm, C'est une bonne question. Je pense que tous les types de sucre ou les sources de sucre ne se valent pas. Et elles ne sont pas toutes adaptées aux mêmes situations. L'exemple que je vais prendre, c'est le sport que je pratique, le Le tennis. fructose, par exemple. Pour en revenir, je te coupe, mais Tout à fait. le fructose, par exemple. Et en fait, je pense que le sucre aussi, c'est la manière dont il va être absorbé. Et ça, c'est aussi impliqué si on prend l'ensemble, pas seulement si on le voit comme un sucre. Mais il faut prendre tout le bénéfice qu'apporte aussi l'élément. Ça, c'est plutôt, on est dans des notions de micro-macronutrition. Mais plutôt de la macro à la micronutrition, pardon. Ok. Si Et ça t'apporte, par exemple, tout ce qu'on appelle le magnésium, le fer, exactement. C'était les là où je voulais en fibres, venir. c'est Voilà. ça? C'est Ok. consommer un peu plus intelligent et on va dire plutôt que de prendre un produit qui va juste m'apporter du saccharose ou du saccharose, mais peut-être qu'il va y avoir un des deux qui va m'apporter en plus de ça d'autres éléments. Donc autant consommer celui-là. Mais Ok. ça, c'est un point. Mais aussi, il y a aussi l'absorption. Par exemple, moi au tennis, et je pense que tu peux peut-être le voir aussi à la télé, quand il y a des matchs entre des joueurs professionnels, l'élément qu'ils utilisent le plus pour consommer la nourriture pendant le match, c'est les bananes. Pourquoi? Parce que la banane, c'est donc du coup, c'est un fruit, donc le sucre apporté, c'est du fructose, et c'est surtout un aliment qui est riche en amidon et très riche en fibres. Donc Et ça, en potassium en potasse, aussi. exactement, exactement, qui évite aussi tout ce qui est courbature, etc. Donc en Ouais. plus, j'avais pas pensé à cet effet-là, mais c'est vrai qu'il y a aussi, c'est important, surtout dans des matchs qui sont très longs, etc. Mais l'avantage de la banane, et c'est là où je vais essayer d'en venir avec mon idée, c'est que comme c'est très fibreux, il y a beaucoup d'amidon aussi, le sucre, quand il va être ingéré, va pas provoquer un pic d'insuline extrêmement élevé. Pour expliquer un petit peu, en Ouais. fait, quand on consomme des glucides, chez un individu normal, la courbe au niveau du taux de sucre reste constante, donc droite comme ça. Chez un diabétique, comme on n'a pas... Pourquoi elle reste... Parce qu'en fait, elle reste constante parce que le pancréas joue son rôle de manière continue. Elle produit de l'insuline. Exactement. Peu importe le moment, peu importe la situation, peu importe ce qui est consommé, le pancréas agit comme une sorte de pompe au quotidien, en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un serrurier. Voilà. Il est tout le temps là, tout le temps Il présent. distribue les clés, comme Il est tu tout le disais temps. tout à l'heure. Ouais. Exactement. Et c'est pour ça que je reprenais ma métaphore. Et en fait, chez un diabétique, comme on a un pancréas qui est encore présent, l'organe est présent physiquement, mais il n'assure plus du tout sa fonction. Donc, il ne fait plus son travail. Est-ce que tu peux expliquer quelle est la différence entre un pancréas sain et un pancréas En de fait, personnes diabétiques, en c'est fait? pas compliqué. Je peux même faire le distinguo avec le diabète de type 1 et type 2. Chez une personne saine, un pancréas, donc ce pancréas c'est une glande qui exécute non pas seulement une activité en fait hormonale, mais aussi une activité qui participe aussi à la digestion. C'est une glande qui participe à la digestion, qui permet d'assurer une action qui s'appelle la lipase. Donc il participe à la sécrétion des enzymes, de certaines enzymes, et aussi de la bile, qui est sécrétée aussi par le foie. Il faut savoir que le pancréas est aussi connecté avec le foie. Et en fait, c'est quand même un organe qui est important pour tout ce qui est digestion. Quand on a une inflammation au niveau du foie ou du pancréas qui est sursollicité, en général, ça crée des problèmes digestifs assez importants parce que ce sont deux organes qui permettent de l'absorption notamment des graisses. Donc, Oui, lipase, il faut expliquer que on a ASE assimilé ouais. et LIP, la graisse. La graisse, assimilation de la graisse. Assimilation de la graisse. Comme Ouais. tu dis très justement. Donc, en fait, ça, c'est l'activité qui finalement nous intéresse un petit peu moins dans le cadre du diabète.
L'activité principale et la plus importante dans le diabète, c'est forcément l'activité hormonale. Parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, cette petite clé qu'est l'insuline, c'est une hormone. Donc, en fait, le pancréas dispose de petites cellules qui s'appellent les îlots de Langerhans. Donc, qui sont disposés dans un endroit en particulier dans le pancréas. Donc, chez une personne normale, pancréas sain, les îlots de Langerhans sont là. Chez une personne diabétique, les îlots de Langerhans sont là, mais finalement sont détruits, ne fonctionnent plus. Chez une personne qui est... Rôle, ouais. Voilà. Chez une personne qui a un diabète de type 2, elles sont là, toujours, elles fonctionnent, mais pas vraiment. En fait, elles sont fatiguées. Fatiguées, pourquoi ? Parce que dans le diabète de type 2, en général, il y a une corrélation aussi avec d'autres problèmes de santé. C'est une personne qui va avoir une consommation excessive au niveau alimentaire, qui va avoir un manque d'activité. Et forcément, ça va impliquer un plus grand travail du foie, ça va le fatiguer, un plus grand travail au niveau du pancréas. Et le pancréas, en plus, comme on l'a expliqué avant, opère cette activité qui participe à la digestion aussi. Donc, il a quand même une activité transversale. Donc, c'est un organe qui peut se fatiguer très rapidement si on le sursollicite. Donc, comme vous l'avez compris, le pancréas finalement s'occupe à la fois du sucre pour l'organisme, mais aussi des graisses. Donc, ça veut dire que si on a une alimentation à la fois trop grasse et trop sucrée, forcément, on se met dans une situation où on peut vraiment affaiblir son pancréas organisme, ouais. et son organisme en général, parce que le foie aussi en pâtit. Voilà. Alors, du coup, toi, donc, on a parlé de ta découverte de diabète, de ton diagnostic du diabète. Comment tu as été pris en charge au tout début et est-ce que toi, tu t'es tombé sur des gens qui ont été capables de t'expliquer avec des mots simples ce qui se passait? Est-ce que tu as pris conscience tout de suite que c'était vraiment quelque chose qui allait t'accompagner toute ta vie? Alors en fait, les choses se sont enchaînées très vite, hein. Moi, la veille, Après l'épisode de la neige, là? tout à fait. Quand je suis rentré, ma mère a tout de suite remarqué cette perte de poids. A remarqué aussi, je m'en souviens très bien, c'était quart de finale de la Ligue des Champions à l'époque, c'était Lyon contre Bayern Munich, donc c'était vieux. Et ma mère m'avait fait un plateau télé pour me faire plaisir, voilà. Parce que j'étais quelqu'un qui travaillait bien à l'école, donc c'était le deal. Et ma mère, j'étais un peu son enfant roi, on va dire. Euh, ouais, pour toi, maman. Du coup, elle m'avait fait un plateau télé. À l'époque, il y avait une bouteille de boisson, donc soda, la pire chose que vous pouvez consommer de toute votre vie. Et j'avais consommé du coup une ancienne bouteille de thé, je crois que c'était du iced tea, red tea. Donc c'était quelque chose qui était très sucré à l'époque, hein. Aujourd'hui, ce serait plus autorisé, ce serait plus friendly avec toute cette nouvelle. Voilà, exactement. Z, quoi. Ce serait ah oui oui. Et en fait, ma mère a remarqué que j'avais déjà mangé mon assiette très rapidement, mais surtout au niveau de cette bouteille, la bouteille avait fait 2 minutes. Je l'avais vidée totalement et je lui en avais même redemandé une seconde. Et là, ma mère, ça a commencé un peu à l'alerter. Dans la semaine qui a suivi, elle m'a entendu plusieurs fois me réveiller dans la nuit Pour aller uriner? pour uriner, mais en plus de ça, pour boire au lavabo. Sachant que le toilette chez mes parents, pour expliquer un petit peu, se trouve pas très loin de la chambre de mes parents, donc on entend de manière... c'est très audible. Donc ma mère s'est aperçue de ça. Point important et qui, je pense, peut-être te parlera. Ma mère a décidé donc d'appeler mon grand-père, mon défunt grand-père maternel, pour lui demander son opinion sur ses symptômes, parce que mon grand-père maternel avait un diabète de type 2. Voilà. Oui. Donc, voilà, petite prédisposition potentielle. Il y a une hérédité dans la pathologie, c'est vrai. Je crois que les derniers chiffres qui sont sortis, c'est si tu as un parent sur deux qui est diabétique, tu as 40% de risque d'être diabétique. Si les deux parents, tu as 70% de risque. En fait, il y a une potentialité au niveau des gènes, et après, il y a des gènes qui peuvent être plus ou moins agressifs. Et ça, il parle de notion de pénétrant, je crois, en recherche. Et ça veut dire que plus un gène ou une allèle est pénétrante, plus ça veut dire que le sujet concerné qui est porteur aura de prédisposition à développer. Alors moi, à mon époque, c'était récessif, donc mineur ou dominant. Ouais, j'ai vu ça aussi. Et en plus, c'est marrant parce que c'était l'année où j'ai fait ma découverte de diabète que j'ai vu ces aspects-là. Ouais, les allèles récessives dominantes. Et d'ailleurs, mon exemple avait été pris parce que surtout qu'on avait vu le diabète, hein, en termes d'exemple. Donc, c'est moi qui avais déjà présenté à l'époque comment ça se passait à mes petits camarades. Du coup, voilà. Par rapport à la prise en charge, pour revenir, donc il y a eu cet événement.
Ma mère, du coup, sur les conseils de mon grand-père, qui lui a dit, oui, moi je présente les mêmes symptômes. Ma mère, et heureusement qu'elle a fait ça à l'époque, hein, je lui en dois encore une, c'est pour toi. M'a fait faire une bandelette urinaire, et la bandelette urinaire a réagi, et a présenté un résultat au niveau du test. Elle présentait une couleur violacée, donc qui montre le plus haut taux de réponse que tu peux avoir sur ce genre de bandelette. Alors, Ta première glycémie, t'avais quel taux? j'étais à 5 grammes. Donc, ce qui correspond à Ouais, 4 peut-être fois plus. 4 fois le taux normal. Donc, je vous laisse imaginer l'état. À 5 grammes, on est en coma hyperglycémique. En fait, dans le diabète, pour la découverte, ça se passe pas toujours comme ça en fait. Parce que, en fait, j'ai déjà eu des discussions avec ma diabétologue qui m'a expliqué qu'en fait, au départ, il peut y avoir le corps peut en fait démontrer une certaine résistance à être Ok. habitué pendant peut-être des fois des mois ou peut-être plusieurs années, dans certains cas qui sont un peu plus rares, de personnes qui ont un taux à 6 grammes, qui ne font pas d'analyse, etc. et tout, et qui finalement vont découvrir leur diabète avec un décalage assez important. Pourquoi? Parce que leur corps s'adapte et il va y avoir aussi des périodes où, comme le pancréas est censé être détruit, en tout cas pas le pancréas lui-même, mais comme vous l'avez compris, les petites cellules, les îlots de De Langerhans, Langerhans. voilà, sont censées être détruites, il peut arriver aussi qu'il y ait un peu un second souffle. C'est-à-dire que les petites cellules qui étaient censées plus fonctionner se remettent à fonctionner légèrement. Ce qui fait qu'on étire encore un peu plus le moment où peut-être on va se rendre compte qu'il se passe quelque chose de grave. Surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas trop éduquées sur le sujet. Et puis des fois c'est un peu insidieux en fait. Quand ça s'installe au départ, on s'en rend pas trop compte parce que le fait d'aller aux toilettes régulièrement, bah, ça peut être juste quelqu'un qui va aux toilettes régulièrement. Le fait de beaucoup boire, ça peut être quelqu'un qui boit juste beaucoup. Vouloir couvrir du stress, une période un peu plus... Imaginons, moi si j'avais une découverte de diabète maintenant, ah j'aurais bu 6 périodes aujourd'hui, je serais allé 3 fois aux toilettes et j'aurais décidé de manger 3 sneakers parce que je suis stressé avec le travail. Ah bah j'ai un taux trop élevé dessus. Non. En fait finalement les signes qui peuvent laisser penser, en tout cas la triade de symptômes que j'ai évoquée avant, peut parfois être pas si évident que ça, mêlé dans un rythme de vie ou dans des habitudes au quotidien. Moi, j'ai de la chance en fait que dans cette situation, et ça m'est très propre, je pense que si j'ai pas fait une découverte de mon diabète via un coma diabétique, comme ça arrive souvent, parce que dans le corps, bah, il peut plus, hein, il peut plus, on va dire, résister à un taux de sucre constant à 6 grammes, hein, parce que forcément, ça a des conséquences au niveau du corps. Peut-être qu'on les évoquera aussi un peu plus tard. Ouais. Mais forcément, la plupart des personnes qui n'ont pas ce recul-là vont faire leur découverte de diabète, malheureusement, en faisant ce qu'on appelle un coma diabétique. Donc, c'est-à-dire que le corps décide de se mettre en comment j'appelle ça, de survie. Donc, il décide de minimiser un maximum ses fonctions en se concentrant seulement sur les fonctions que j'ai décrites tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire la surproduction rénale et le fait, en fait, c'est surtout concentré sur la surproduction rénale. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand on a un taux de sucre dans le sang qui est tellement élevé, au bout d'un moment, cette concentration de sucre se transforme en acétone. Ouais. Et pour donner une image de ce qu'est l'acétone, c'est quand même un L'acétose, produit, ouais. c'est aussi un produit quand même qui est utilisé pour décaper de la peinture sur des voitures. Donc ça donne un peu, imaginez, vous avez ce produit-là, bon, c'est pas tout à fait dans la même formule, hein, mais imaginez vous avez quelque chose comme ça dans votre corps. Imaginez l'impact que ça peut avoir sur vos vaisseaux sanguins, l'impact que ça peut avoir au niveau de vos nerfs. Enfin bref, tout ce qui peut rentrer en contact avec le sang. Hmm. Et d'ailleurs, il y a un symptôme qui est lié à ça, à l'excès d'acétone. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs symptômes en fait. Et ça, c'est bon à retenir parce que finalement, vous pouvez le sentir chez votre enfant, vous pouvez le sentir chez votre papa, votre maman, votre grand-père. Alors, dis-moi, c'est quoi vraiment le symptôme? Je pense que tu veux dire que c'est le symptôme avec La notamment laine. la laine très chargée, et qui a une haleine en fait, une haleine qui ressemble limite à l'odeur du cidre de pomme, la pomme fermentée. C'est souvent l'image qui est ou peut-être un, comment je dirais, ouais, c'est une odeur un petit peu de cidre. Moi, j'arrive même à le sentir, c'est-à-dire quand le peu de fois où ça m'est arrivé, hein, ça m'est arrivé très rarement parce que j'ai un diabète qui est plutôt très bien réglé. Euh, on le sent, moi, je ressens que. Tu sens dans... Oui, Ouais. oui, oui. Et après, il y a On appelle ça aussi. le goût un peu pomme rainette, un peu... Oui, c'est ça. c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. C'est tout à fait ça. Mais bon, c'est un symptôme qu'il faut
Et ça, c'est Absolument. l'acidocétose. Oui, bien sûr, bien sûr. On est d'accord, ça C'est s'appelle ça. l'acidocétose. Qui correspond à une situation d'urgence absolue, hein. C'est-à-dire Ouais. que si jamais on a ce symptôme-là en particulier, il faut absolument se rendre d'urgence dans un hôpital pour être pris en charge, parce que c'est en général, ça peut avoir des conséquences, et j'insiste bien là-dessus, irréversibles sur le corps. Ça peut créer des lésions au niveau des tissus, des lésions au niveau des vaisseaux sanguins, et des lésions au niveau des terminaisons nerveuses qui sont irréversibles. Donc c'est vraiment c'est une situation qui est très grave et qu'il faut absolument éviter.